éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Il y a bien des déceptions en lecture. En voilà une dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Laurine et j'ai décidé de reprendre la lecture après des années sans avoir touché ne serait-ce qu'une nouvelle. Mon genre favori est la fantasy, et avec l'hype du moment, celle que l'on appelle la romantasy, je me suis plongée dans les romans les plus en vogue. C'est après avoir terminé les 3 premiers tomes de la saga empyréenne, plus connue sous le nom de Firstwing, et suite à ma longue lecture d'Alchemized, que j'ai décidé d'entamer une histoire plus légère, Sorcery of Thorns. Comme d'habitude, je vais commencer par des points positifs. Même si, et j'en suis navrée pour ceux qui ont apprécié l'histoire, ils ne seront pas en majorité dans cette critique. Bref, commençons. J'ai vraiment aimé l'atmosphère et les lieux cités dans cette histoire. Si comme moi vous aimez les ambiances automnales des villes victoriennes, les manoirs pleins de secrets et les bibliothèques remplies de vieux grimoires, alors vous adorerez suivre Elisabeth, jeune apprentie gardienne à la bibliothèque d'Estive, élevée dans le seul but de protéger le monde et ses habitants des livres les plus dangereux. Littéralement dangereux. Car dans cet univers, les grimoires sont classés en différents niveaux de 1 à 10, selon le pouvoir qu'ils peuvent exercer sur les humains. Les plus agressifs, capables de parler, peuvent se transformer en terribles monstres s'ils sont contrariés, dérangés ou simplement par envie. C'est par une nuit d'été que la directrice de la bibliothèque sera assassinée par l'un d'eux, suite à son entrevue avec un sorcier. Poussée par son courage, Elisabeth triomphera de la bête, et, seul témoin de la scène, sera enjoint à se rendre à la ville de Pont-les-Reins, afin de comparaître en justice. Persuadée que l'assassin de sa mentor n'est d'autre que le sorcier venu quelque temps plus tôt à la bibliothèque, elle devra tout de même faire route en sa compagnie jusqu'à la capitale. Car par un coup du sort, c'est Nathaniel Thorns, le jeune sorcier solitaire et excentrique accompagné de son démon serviteur Silas, que l'on a choisi pour escorter la jeune gardienne. Et il faut savoir que dans le lore de ce roman, la magie n'est accessible que par pacte démoniaque. Aussi, les sorciers sont vus comme des êtres ignobles et avides de pouvoir, surtout dans les bibliothèques les plus reculées, où a justement grandi notre héroïne. C'est donc au travers de clichés et de stéréotypes archaïques qu'Elisabeth voit Nathaniel, comme un homme dénué d'humanité, ayant abandonné la raison au profit de ses capacités magiques que lui confère son démon. Voilà donc comment débute l'histoire. Une rencontre entre deux personnages que tout oppose dans un contexte des plus délicats. Ce scénario avait tout pour me plaire, des personnages atypiques et une mélancolie qui m'avait étrangement plu dans Alchemized. Attention, ici je vais rentrer dans les spoilers, alors soyez prévenus. On ressent en effet cet effet de façade au fil des rencontres. La demeure d'Ashcroft tout d'abord, lui-même sorcier et chancelier de la capitale, aux grandes salles immaculées et à la perfection dérangeante, puis devant la façade d'un hôpital psychiatrique, présenté comme un lieu de repos, alors que l'autrice nous sous-entend avec une poignée de témoignages qu'il s'agit en réalité d'un lieu particulièrement sordide. Puis dans les bas-fonds d'une ville aux cheminées crasseuses de suie, dès lors qu'Elisabeth débute son voyage dans la ville de Pont-les-Reins, elle ne fait que chuter, prise pour une aliénée lorsqu'elle comprend que le chancelier est en réalité l'assassin de la directrice de la bibliothèque d'Estive. Je ne développerai pas plus l'histoire et vous laisse libre de décider si elle vous tente ou non. Cependant, si vous voulez en savoir plus, voici quelques points positifs que j'aimerais aborder avant de passer à la suite. Outre l'atmosphère, 2 choses m'ont particulièrement plu, les grimoires et un certain personnage. Je trouve l'idée d'avoir personnifié les livres de cet univers et son exécution brillante. Beaucoup de scènes m'ont fait esquisser un sourire, et certaines étaient particulièrement bien trouvées. Je pense notamment au livre Castafiore, ou à celui qui aime collectionner les visages humains pour les coudre dans ses pages. Oui, j'ai parlé de mélancolie, mais j'aurais peut-être dû employer le mot horreur. Ce roman est plein de bonnes idées, surtout au niveau du lore. J'en reviens au système de la magie, utilisable seulement après avoir scellé un pacte avec un démon à la seule condition de connaître son vrai nom. Silas, dont le vrai nom nous est révélé plus tard, a marqué une grande partie des lecteurs, presque au point d'éclipser les personnages principaux par moments. Silas, dont il nous est rappelé au moins 12 fois dans le roman que son visage est sculpté dans l'albâtre. Tout le monde aime Silas, en particulier ceux qui n'ont pas aimé ce roman. D'ailleurs, il possède un plot hole assez étrange, car n'étant censé obéir qu'à son maître, il répond tout de même aux appels et aux demandes d'Elisabeth. Je comprends qu'il est différent dans sa façon d'être des autres démons, et qu'il possède son propre libre arbitre. Mais j'ai trouvé les lois et les conséquences de son pacte assez floues, et son comportement n'est jamais vraiment expliqué.
Je n'ai pas été choquée de sa disparition non plus, car il nous est dit plutôt que les démons ne peuvent pas mourir dans le monde des humains. Ils sont juste renvoyés. Du coup, je n'ai pas compris la réaction d'Elisabeth qui surréagit de façon incohérente, alors qu'elle est censée savoir cela. Plusieurs cas comme celui-ci se présentent dans l'histoire. Je pense à la réaction exagérée de Nathaniel lorsque Silas ramène Elisabeth au manoir après son long périple pour survivre dans les rues de Pont-les-Reins. Un excès de mépris qui nous est que brièvement expliqué, ou bien la scène avec le médecin et son infirmière, et comment il les chasse de son manoir alors qu'ils ont passé des jours à prendre soin de lui. On dirait que l'autrice voulait nous montrer un côté sombre et effrayant de son personnage, un semblant de enemies to lovers, mais ça sonne juste faux et maladroit. Il nous est dit que Nathaniel souffre terriblement des actes de son père et de ses ancêtres, présentés comme des sorciers froids et cruels. J'ai malheureusement trouvé ce côté un peu superflu. De même que son dialogue avec Elisabeth, où il décide d'aider notre héroïne à combattre l'antagoniste, avec le changement d'avis le plus rapide de tous les temps. On passe d'un personnage complètement désintéressé à « bien, je vais t'aider », en simplement quelques lignes, parce qu'Elisabeth l'a gentiment demandé. D'ailleurs, la raison pour laquelle il vient l'escorter en personne jusqu'à la capitale est vraiment bancale. J'ai même l'impression qu'elle n'a aucun sens. Le personnage de Nathaniel ne m'a pas vraiment déplu. C'est juste qu'il a ce côté antipathique par moments, ou beaucoup trop torturé, tombant parfois dans l'excessif. Pour ce qui est du reste, j'en suis ressortie avec un avis plutôt mitigé. Quand je parle de déception, j'entends évidemment mon avis personnel. Je comprends que l'on puisse adorer ce livre et j'aurais aimé l'adorer également. Je pense que mon plus grand souci vient du fait que ce genre d'histoire n'est peut-être plus pour moi. Fut un temps, j'aurais sûrement apprécié cette aventure autant qu'une autre, mais trop d'éléments m'ont laissé sur ma faim, voire carrément refroidi. J'ai eu l'impression tout au long de l'histoire que ce livre flirte avec plusieurs genres sans réellement savoir où se poser. On a de la fantaisie, de l'horreur, de la romance, voire même parfois un peu de polar et de mystère. Je me suis sentie un peu perdue entre les enchaînements d'événements fouillis et la terrible sensation d'une narration prévisible. Et la plume n'aide pas. Elle n'est pas si mauvaise en soi, mais j'avoue que cette manie de poser des descriptions entre parenthèses à chaque page a vraiment rendu ma lecture laborieuse. Je crois bien que c'est la première fois que je lis un récit qui pratique autant le tell not show, et cela m'a épuisée. Vraiment, ne faites pas ça dans vos romans, surtout pour des détails inutiles. On peut aussi citer les incessantes répétitions des noms pour être bien sûr de qui on parle, les métaphores filées, les descriptions lyriques en veux-tu en voilà, même dans les moments les plus incongrus, ou bien les fins de chapitres, parfois vite expédiées avec des phrases qui tombent à plat. Pour en revenir aux personnages, je n'ai jamais compris quel âge avaient nos héros. D'abord, j'ai l'impression qu'Elisabeth, la protagoniste, était une enfant, puis une jeune adulte d'une vingtaine d'années, pendant une bonne partie du roman, pour me rendre compte qu'en réalité, elle n'avait que 16 ans. De même pour Nathaniel, qui, comme précisé plusieurs fois dans l'histoire, a 18 ans. Cependant, je n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. Je l'imaginais beaucoup plus âgé. Certains personnages sont juste là pour incarner des caricatures critiquables de notre société. Et ça aussi, ça me dérange. Certains sont même un peu effacés et sans réelle saveur. Et puis, venons-en au démon dans la pièce. La romance. Je ne m'étais rien dévoilé de l'histoire avant de la commencer. Et je n'ai pas compris à leur rencontre que Nathaniel et Elisabeth allaient être le couple de ce livre. J'en ai parlé plus tôt, mais il m'était difficile de leur donner un âge, et je ne voyais vraiment pas où l'autrice voulait en venir avec leur relation. Pire encore, je n'y ai ressenti aucune alchimie. Les deux personnages sont séparés assez tôt dans l'histoire, puis se retrouvent plus tard, avec moultes insinuations sur leur désir. La scène où Nathaniel vérifie qu'Elisabeth ne soit pas blessée au chapitre 23 m'a particulièrement gênée. J'ai eu l'impression que les personnages avaient soudainement des pulsions l'un pour l'autre, alors qu'à ce stade, ils sont encore quasiment des inconnus. Tout est trop rapide. Ce n'est que dans les derniers chapitres que je me suis habituée à leur lien. Heureusement, la romance n'est pas le centre de ce roman, et même si l'antagoniste est lisse au possible, j'ai tout de même trouvé de bonnes idées. On sent que l'autrice aime son univers. Comme je l'avais dit plus tôt, les ambiances de l'époque victorienne ne manquent pas. De l'automne à l'hiver, on est charmé par Pont-les-Reins. La ville vit. Alors, je me demande si l'autrice n'aurait pas un talent caché pour écrire l'inanimé plutôt que le vivant. J'ai ressenti plus d'émotion pendant le combat final et le sacrifice des livres que lors de la mort de Silas. On s'attache vraiment à ces personnages de cuir et de papier avec lesquels notre héroïne voyage de bibliothèque en bibliothèque. Chacun a son histoire et une personnalité qui lui est propre. Et surtout,
Leur mort est définitive. En résumé, je ne sais pas vraiment quoi penser de ce livre. J'ai trouvé la romance médiocre, et beaucoup de scènes m'ont fait rouler des yeux. Mais en même temps, il y avait ce petit truc qui m'a fait tenir de justesse jusqu'au bout. L'amour de la bibliothèque et des livres et à travers cela, celui de la lecture. Si vous ne le saviez pas, mon livre préféré est L'Histoire sans fin de Michael Ende. Alors pour ce qui est de la personnification des grimoires anciens et de l'évocation des limites entre la réalité et l'imaginaire, ça me parle. Et c'est peut-être cela que j'ai aimé dans cette histoire. Pas les personnages ni les intrigues, mais la mystification du livre en lui-même. Cependant, l'ambiance de l'époque victorienne y est probablement aussi pour quelque chose. Je ne sais pas encore si je lirai le tome 2, mon avis étant plutôt mitigé. Il me semble qu'à la base, ce roman était pensé comme un one-shot, mais qui sait, peut-être retrouverai-je un jour les aventures d'Elisabeth, Nathaniel et Silas. Pour l'instant, je compte m'attaquer à un gros morceau de cette 100 pages. Alors à une prochaine fois pour une nouvelle review, et d'ici là, bonne lecture!